Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Jean-Luc Deleclasse, je suis psychologue dans l'association sur plusieurs structures de l'habitat. Et en parallèle, je participe à quelques projets de recherche, dont le projet d'IMA. Je serai l'animateur de cette dernière table ronde. Je sens qu'avant la fin, on va me souffler à l'oreille. Jean-Luc, il faut couper, il est l'heure, parce que nous commençons avec un petit peu de retard. Donc je vais juste, si vous voulez bien, faire passer le micro pour que chacun puisse se présenter. Bonjour, je suis André Piron, maman de Laurent Piron qui est décédé en 2022 d'un Alzheimer précoce qui était pris de l'éclater. Il est décédé à 49 ans. Merci. Moi, Mireille Delport, ce matin. Moi aussi, bonjour, Françoise Hainaut. Donc moi je suis conseillère en économie sociale et familiale, je travaille pour l'API de Valenciennes et je travaille dans un service en milieu ouvert qui s'appelle le Centre de ressources pour personnes en situation de handicap présentant des signes de vieillissement. Merci. Bonjour, je m'appelle Yvonne Pires et je suis ergothérapeute et je travaille en ESAD avec un D, donc l'équipe spécialisée Alzheimer à domicile. Merci. Et puis pour compléter la table ronde, nous aurons aussi l'expérience par vidéo de la séduisante et néanmoins engagée Clémence Danet, qui était le sujet tout à l'heure. Voilà. Donc elle nous a préparé une petite vidéo en termes de preuve d'engagement, on va dire. Pour bien se comprendre sur les enjeux autour du projet d'IMA, qui est donc un projet de recherche-action qui donc s'appuie sur l'expérience. Peut-être commencer donc par le témoignage de Madame Piron sur ce que vous avez vécu, vous et Laurent, dans votre parcours. Donc, comme je dis, Laurent était pris en 2021, mais d'une autonomie quand même assez importante. De 1999 à 2019, il a vécu en résidence-service. Donc il allait travailler en ESAC, il prenait les transports en commun, faisait ses courses. Vraiment, il était très très autonome. Et puis en 2018, un soir, un monsieur qui promenait son chien, pas loin du métro du Pont-de-Neuilly, a trouvé Laurent à 11h30. Donc ce monsieur était a été interpellé en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et Laurent a dit « Moi je comprends pas, je venais travailler à l'ESAT. » Et puis les actes est fermé. Donc ce monsieur, c'était un policier qui ne travaillait pas. Et donc il a dit, mais tu avais tout. Donc Laurent avait un comportement tout à fait normal et un raisonnement normal. Donc Laurent a dit, j'allais faire résidence-service. Donc il a accompagné Laurent jusque-là. Et tout s'est bien passé. On a cru que c'était un incident parcours, puisque le comportement de Laurent dans les mois qui ont suivi, tout se passait très très bien. Donc, en 2019, j'ai fait une petite fiche pour bien situer tout ça dans le temps parce que c'est important. En 2019, à l'ESAT, ça a commencé à être un peu plus compliqué. Il y avait certaines tâches qu'il n'arrivait plus à réaliser, il ne trouvait plus toujours sa place au restaurant, il ne savait plus très bien. Donc là, au niveau, alors qu'il parlait comme vous et moi, et c'était un grand bavard, il commençait à avoir quelques difficultés d'élocution. Donc j'ai cherché une orthophoniste, comme ça, de ma propre initiative. J'ai téléphoné à 5-6 orthophonistes, et la dernière m'a dit « Madame, c'est même plus la peine que vous essayiez, on est toutes surbookées, vous n'en trouverez pas. » Donc j'ai arrêté de chercher. Puis quand même, ces troubles de langage, parfois, il confondait ses couverts. Et comme c'était pas du tout dans son habitude, j'ai quand même pensé à des troubles cognitifs. Ça m'avait interpellé, d'autant que j'avais rencontré Madame Delport qui faisait une enquête à ce sujet-là, justement sur le handicap et le vieillissement. Donc très vite, j'ai eu la puce à l'oreille. Au mois de septembre 2019, il y a une amie qui m'a parlé de la maison des aidants à Roubaix. La maison, je sais plus comment c'était, Véron-Fro. Là, j'ai téléphoné à la psychologue Madame Puissant, qui m'a bien accueilli et qui m'a expliqué qu'il existait des conférences. Et
Je ne suis pas allé aux ateliers, je suis allé plutôt aux conférences. Et là, j'ai rencontré, à une des conférences, il y avait un gériatre qui était venu faire la conférence. Et c'est vrai que déjà, moi, à ces conférences, j'étais un peu canard boiteux parce que toutes les personnes qui étaient là, c'était des aidants, mais qui étaient là pour leur conjoint ou conjointe, ou par leurs frères et sœurs. Mais moi, j'étais un peu canard boiteux. Et je suis allé trouver ce gériatre à la fin de la conférence en disant, écoutez, j'ai mon fils qui, à l'époque, avait 47 ans, je trouve qu'il présente des signes quand même un petit peu inquiétants. Et est-ce que vous pouvez le recevoir? Et puis il m'a regardé en me disant, mais madame, vous n'y pensez pas, je reçois des personnes que de 75 ans, voire 80 ans, non, c'est pas possible. Alors, je lui ai demandé s'il soignait un âge ou une maladie, ça lui a pas plu, mais bon. J'ai continué, et puis je lui ai dit, tant pis. En décembre 2019, alors c'était important parce que c'était un dimanche, donc le camp était en résidence-service, où il n'y a pas de veilleur de nuit, où la nuit, voilà, il n'y a pas personne. Et puis là, par chance, il y avait quand même un veilleur de nuit un dimanche sur deux. Laurent choisit le bon dimanche, parce que là, le veilleur de nuit, à 3h le matin, a entendu l'ascenseur qui fonctionnait, donc il est allé voir, et c'est Laurent qui est reparti travailler. Donc le lendemain, j'ai décidé de reprendre Laurent à la maison. J'ai dit, bon, c'est plus possible. Mais autrement, à part ça, il avait un comportement tout à fait normal. À l'ESAT, c'était moins bien, mais ça n'a jamais été un grand travailleur manuel. Donc déjà, je ne fais pas les choses. Mais autrement, son comportement était tout à fait normal, si ce n'est que des tout petits signes. Donc j'ai repris Laurent à la maison, mais Laurent était en résidence-service, donc déjà depuis 1999, et j'avais quand même fait un dossier MDPH pour une demande d'hébergement en résidence, en foyer d'hébergement. Donc Laurent avait quand même été sur la liste d'attente de foyer d'hébergement. Donc là, monsieur Bernard, là ici présent, m'a dit, écoutez, à Langevin, on a une place libre en accompagnement temporaire, vous n'allez pas prendre Laurent, on va le mettre il est donc été pris en temporaire, en accueil temporaire, et très vite après, en février 2020, une classe est libérée et Laurent peut avoir un studio. Laurent, pour lui, ça s'est très bien passé parce qu'il connaissait la plupart des résidents, puisqu'il les connaissait tous de l'ESAT. Au niveau éducateur, c'était pas plus compliqué, mais la plupart ne connaissaient pas Laurent. Et donc, certains demandaient ce qu'il faisait là. D'abord, quelqu'un m'a dit, écoutez, c'est pas tellement sa classe. Bon, c'était pas sa classe que c'était là. Mais bon, c'était quand même gérable, ça allait. Et Laurent continuait les actes, même si ça devenait un peu compliqué. Et il prenait... mais ce qui était par contre compliqué, c'est que autant Laurent, au mois de décembre, la veille où il était parti travailler à 3h le matin, il prenait encore le métro seul pour aller travailler à l'ESAT. Et bien une fois qu'il était allé à Langevin, pourtant c'était pas très loin, c'était à 500 mètres à peine de... Là, le trajet, il a pu... Dès que c'est quelque chose de nouveau, il ne savait plus faire. Donc une éducatrice l'a emmené pendant 15 jours tous les matins, mais le parcours, il n'a pas su, c'est pas rentré. Donc par contre, il revenait le soir avec la navette. Donc, puisque l'ESAT avait demandé qu'il arrive un peu plus tard, ben, j'ai pris un taxi, l'a amené tous les matins. Et puis, bon, Madame Delporte, avec qui j'étais resté en contact, m'a conseillé d'aller voir le docteur Dambre, dont on a plusieurs fois parlé ici, qui est gériatre à l'hôpital de Saint-Amand. Donc, fin décembre 2019, on est allé à Saint-Amand voir ce médecin qui nous a conseillé de faire une IRM pour pouvoir mettre un diagnostic sur toutes ces petites choses qui n'allaient pas très bien. Et puis l'ARM a dit effectivement que le diagnostic est tombé. Alors c'est un terme médical, hippocampe droit début Alzheimer, et le gauche était déjà un déclin cognitif modéré.
Elle a insisté pour que Laurent continue les actes. La stimulation, elle a dit, il doit continuer à mener la vie qu'il a fait, au contraire, il faut surtout ne pas ralentir. Elle m'a conseillé d'aller voir un pneumologue pour voir si Laurent faisait des apnées du sommeil, parce que les apnées du sommeil, bon, ça aussi, ça ralentit bien le cerveau. Donc je suis allé voir un pneumologue, et je lui ai expliqué un peu, Laurent, ce qui se présentait, etc. Puis il m'a dit, oh non, si c'est ça, on ne va pas faire de test, c'est pas la peine. Donc je me suis bien énervé, et on a fait des tests quand même. Et il s'est avéré que Laurent faisait 57 apnées par minute. Donc il a été appareillé, donc forcément, moi, Laurent à la résidence, bon, Laurent avait sa chambre, moi à la maison, j'ai un grand appartement, il avait sa chambre, je me suis jamais aperçu qu'il avait ces troubles de sommeil. Donc son cerveau a dû un peu être abîmé aussi avec ces choses-là, et il a été appareillé. Je suis retourné au mois de février 2020, toujours récemment, pour voir la neuropsychologue. Et puis, donc là, les tests, bon, forcément, étaient flagrants, mais elle a dit, Laurent peut encore, pas progresser, mais peut encore garder ses acquis. Et elle m'a dit, il faut absolument qu'il trouve une orthophoniste, parce que c'est vrai que Laurent avait de plus en plus de difficultés à trouver ses mots et des choses comme ça. Donc je lui ai expliqué que, écoutez, on m'a dit que c'était pas la peine de chercher, il n'y en avait pas. Elle a dit, je trouverai, elle a cherché longtemps, mais elle en a trouvé une. Donc Laurent a eu des cours d'orthophonie, puis c'était le Covid, en mars 2020. Donc j'ai pris Laurent à la maison, puisque dans tous les foyers d'hébergement, c'était un petit peu, ça a été compliqué. Donc j'ai pris Laurent à la maison du mois de mars jusqu'au mois de septembre, puisqu'après il y avait les vacances, etc. Mais à cette époque-là, c'était tout à fait gérable. Il n'y avait vraiment pas ça allait, on va dire, même si c'était inquiétant. Et puis quand Laurent est retourné à l'ESAD, bon, c'est vrai qu'il ne trouvait plus sa place vraiment au restaurant, il déambulait dans les couloirs, etc. C'était compliqué. 2021 est arrivé, et là ça s'est vraiment accéléré. Laurent a perdu beaucoup de ses acquis, ses difficultés de langage ont été de plus en plus difficiles, alors qu'il écrivait très très bien, il mélangeait toutes ses lettres. Il adorait mettre la table, etc. Il ne savait plus très bien où se trouver les couverts, etc. Donc je les ai d'ailleurs encore. J'ai mis des petites photos sur tout ce qui se repère, essayer de lui faciliter la vie. Il a fallu, après les vacances de 2021, pour la toilette, c'était compliqué. Donc l'infirmière du SIAD venait à Langevin pour la toilette. Mais c'était pas possible le soir, parce que comme Laurent n'était pas incontinent, il n'avait droit qu'une fois par jour de toilette. Et après, c'était les éducateurs. Laurent était à Langevin du lundi soir, puisque je l'amenais moi-même à l'ESAT le lundi matin, et je le récupérais le vendredi. Donc, à partir de là, pour alléger quand même le travail des éducateurs dont ce n'était pas le boulot, j'ai pris une auxiliaire de vie qui passait 2 fois par semaine et donc qui promenait, qui allait se balader avec Laurent, des jeux, des lectures, etc. Monsieur Forestier, qui était arrivé en papillon blanc, m'a mis en contact avec l'équipe spéciale Alzheimer du CCAS de Tourcoing. Et c'est vrai que là, j'ai 2 dames qui venaient 1 fois par semaine, pour faire des exercices à Laurent, toujours pour essayer de stimuler, etc. Et là, ça allait encore à peu près, mais ça compris. Et en décembre 2021, Laurent fait une crise d'épilepsie qu'il n'avait jamais fait, et j'ai su qu'il est trisomique, soit tout jeune pouvait faire des crises d'épilepsie, ou c'était après 40 ans. Donc Laurent s'est dit, je ne vais pas passer à côté de ça, et il a fait sa crise d'épilepsie. Donc l'ergothérapeute justement du CCAS m'a mis en contact avec une neurologue de l'hôpital de Wattrelos pour avoir un rendez-vous très rapidement, parce qu'autrement c'était très très long. Cette neurologue a vu Laurent en janvier 2022. Elle a dit que, effectivement, la place de Laurent n'était plus du tout en foyer d'hébergement et ça relevait obligatoirement d'une masse. Je lui ai dit que les masses, c'était compliqué, il n'y avait pas de place, etc. Elle a dit pourtant c'est ça. J'avais un jeune médecin avec qui on avait beaucoup échangé, il m'avait dit, ça m'a fait penser à ce que le psy avait dit,
mais il m'avait dit ça peut-être même en 2020, tout Laurent n'avait pas encore trop de problème. Madame, il y a une chose à faire, madame, que vous avez à faire, c'est d'aller en EHPAD et vous prenez Laurent avec vous. Voilà. Et puis après, elle disait, vous savez, madame, vous en savez plus que moi sur la maladie d'Alzheimer, moi je ne sais pas, et on ne sait pas, on n'a pas beaucoup de liens, d'échanges avec toutes les gens, je vous en avais même, on ne sait pas. En 2000, donc là, la situation de Laurent, c'est vraiment compliqué. Certains jours, il ne savait plus manger seul, certains jours, il ne savait plus marcher. En décembre 21, j'avais M. Forestier, je suis allé visiter les pâtes de Bondu. Bon, puis en sortant, on a conclu l'un comme l'autre que c'était pas sa place. Je ne vous dirai pas pourquoi, mais bon, voilà, j'ai trouvé que c'était. Par contre, les pâtes de Bondu a accepté de prendre Laurent à partir du mois de février 2022, un jour par semaine. Et c'est vrai que Laurent, avec ses 40 ans, il allait avoir 49 ans, il y avait toutes les personnes qui étaient très âgées, attendaient après lui, ils disaient, Laurent va venir parce que Laurent faisait mettre de la musique, il faisait chanter, enfin tout le monde était content, ils étaient ravis, et pourtant il y avait vraiment un coup d'écart d'âge, mais bon, il a fait ça. En janvier 2022, l'ESAT a demandé, a dit, bon, Laurent, on prend plus c'était, pour eux, je comprends, c'était une grosse responsabilité, ils avaient toujours peur qu'il sauve, etc. Donc on a arrêté, j'ai fait sa lettre de démission, puis arrêté. En février 2022, parce que c'est vrai que l'auxiliaire de vie, ces auxiliaires de vie, etc., les PAD aussi, tout ça, c'était, il fallait toujours mettre la main à la poche. Donc on m'a conseillé de faire une demande de la MDPH, tant pour la masse, si éventuellement je vais aller en masse, même si je savais que ce n'était pas vraiment à sa place, et aussi pour avoir peut-être une prestation compensatoire. Là, la réponse a été très très vite. C'est vrai que le dossier a mis 6 mois, donc c'était OK pour la place de masse. C'était OK aussi pour la prestation compensatoire, sauf qu'ils estimaient que, comme Laurent était en établissement, je n'avais pas droit d'indemnité, il était en établissement. Donc, Laurent, j'ai repris comme la situation de Laurent devenait très compliquée. Et j'ai repris Laurent le 1er avril à la maison. Et bon, à partir de là, il y avait des bons moments, des mauvais, moins bons moments. Laurent revenait de Laurent qui était quand on était champ basque, quand on regardait le rugby, on a regardé des journées entières, on regardait le rugby, etc. Il avait parfois des courtes crises d'épilepsie, mais ça allait quand même. Mais bon, Laurent, après, il a pu, mais sur 3-4 jours de temps, Laurent n'a plus su marcher. Donc, je ne savais plus l'amener aux toilettes, parce que, bon, j'ai 80 ans, donc Laurent, à ce moment-là, j'en avais 78, et même si c'était compliqué, à un moment, je ne savais plus l'amener aux toilettes, les habiller, etc. Donc, j'ai mis des auxiliaires en place, des auxiliaires de vie tous les jours, qui venaient le matin et le soir. Et heureusement, le monsieur qui dépendait de cette association, c'était un infirmier à la retraite. Donc, de ce côté-là, ça allait très bien. Et j'avais une voisine qui était aussi infirmière à la retraite. Donc, à nous trois, on s'est débrouillé et ça allait bien. Parce qu'il fallait donner à manger Laurent. Et à un moment, comme je ne savais plus l'amener aux toilettes dans la journée, il a fallu passer aux couches. Et ça, c'était compliqué parce que Laurent n'était pas incontinent. Et les premiers jours, il me disait, maman, je dois aller aux toilettes, et puis il se retenait, donc ça a été un gros problème aussi. Alors j'ai mis un lit médicalisé pour aider, un fauteuil roulant pour faciliter la vie, et puis bon, on écoutait le rugby, les chants basques, etc. Et ça, il était heureux. Là, il redevenait Laurent d'avant. Dès qu'il y avait rugby, c'était Laurent d'avant. Et puis ça s'est très très vite emballé, et le 12 avril, le médecin a dit il faut l'hospitaliser. D'abord parce que j'étais épuisé, et puis il a dit on va l'hospitaliser. Donc la clinique de la Victoire de sa gériatrie n'a pas pu l'accepter parce que je crois qu'il y avait le Covid, etc. C'était une personne qui avait le Covid, donc il n'y avait plus la place. Donc comme la neurologue qui avait soigné Laurent pour sa crise d'épilepsie était à l'hôpital Waterloo, le médecin téléphoné à l'hôpital Waterloo et Laurent a pu rentrer dans l'après-midi. Donc je leur ai bien expliqué que Laurent
ne savait plus manger seul, il fallait l'accompagner, on m'a dit oui. Le soir, je restais pour lui donner à manger, et puis j'ai dit bon, je vais revenir demain matin, il dit oui, on revenait vers midi. Et quand je suis arrivé à midi, Laurent avait été mis dans un fauteuil et il avait son plateau devant lui, puis la sonnette. Donc j'ai dit, mais attendez, Laurent ne mange plus, on lui a mis la sonnette, mais j'ai dit, il ne sait plus, etc. Parce que Laurent a été accueilli en médecine générale au départ. Et là, là c'était un peu compliqué parce que, surtout au niveau des aides-soignantes, en fait, elles pensaient que Laurent, ce qu'il ne savait pas faire, c'est vrai qu'il ne parlait plus bien. Elle mettait tout sur le handicap. Et je lui ai dit non, parce que vraiment, je veux dire, la maladie d'Alzheimer avait vraiment pris le dessus par rapport à son handicap. J'ai dit non, Laurent a la maladie d'Alzheimer. Il savait parler comme vous et moi, il marchait. Jusqu'il y a 2 ans, il menait une vie comme vous et moi. Mais ça, c'est compliqué. Et ça c'était 3 jours après, la neurologue qui avait rencontré Laurent, je l'ai rencontré dans le couloir, elle a dit je prends Laurent dans mon service, et là effectivement l'accompagnement, c'était, même Laurent n'avait pas vraiment de soins, c'était des soins de confort, mais c'était tellement mieux. Et puis j'étais à l'hôpital de 8h30 le matin jusqu'à 20h le soir pour lui donner à manger, et puis on écoutait toujours les chants, etc. Et puis le diagnostic de Laurent, le pronostic vital était engagé et il est décédé le 27. Donc Laurent est décédé dans les jours qui ont suivi à l'hôpital. Il est resté 15 jours. En tout cas, merci beaucoup. Il y a témoigné pour montrer que c'était pas facile et qu'il faut vraiment, je crois que ça s'est mis en route depuis, et il faut vraiment faire quelque chose. Il faut savoir qu'au colloque de 2021 qui avait été organisé par Madame Delporte, le docteur Robillard, qui est gériatre à l'Institut de Jeunes, a dit que 8% des trisomiques avant 50 ans seraient atteints de la maladie d'Alzheimer. Et qu'après 60 ans, il y aurait 80% de trisomiques qui seraient atteints de la maladie d'Alzheimer. Et je pense que maintenant que ce chiffre a même augmenté. Donc il faut absolument que vraiment les pouvoirs publics et autres prennent conscience de tout ça. Merci beaucoup Madame Piron pour le témoignage. C'est extrêmement compliqué de témoigner, en plus devant beaucoup de monde. Vraiment, merci beaucoup de votre participation. Alors, chaque parcours de personnes et de familles évidemment singulier. Pour autant, dans le discours, dans le parcours de Laurent qu'on a pu entendre, on retrouve beaucoup d'éléments communs à plusieurs parcours. Les embûches au niveau du diagnostic, les embûches au niveau de l'habitat, les embûches administratives que vous avez rencontrées, et tout ce parcours-là, dans la connaissance que vous aviez déjà avec Muriel Delporte, a généré l'idée de ce projet de recherche que Madame Delporte va pouvoir présenter. Je vais juste reprendre par rapport à ce que vient de dire Madame Piron, sur sa conclusion, et par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure, par rapport à cette notion il faut anticiper. On a largement dit le vieillissement des personnes en situation de handicap, on l'a pas anticipé. On est en train de faire exactement la même chose sur la question de l'émergence des maladies neuroévolutives chez les personnes en situation de handicap. Donc il est plus que temps qu'il y ait une prise de conscience de cette problématique et qu'on agisse. Alors, nous, comment on a commencé à travailler là-dessus, je vais être assez rapide. En 2016, en fait, c'est des professionnels d'établissement qui vont interpeller en disant, ben voilà, on a de plus en plus de situations de personnes qui développent ce qui, pour nous, peut relever d'une maladie d'Alzheimer. Et on est dépourvus, nous, Alzheimer, on ne connaît pas, on n'est pas formé à ça. Est-ce que vous pouvez nous aider à essayer de réfléchir un peu à l'adaptation de nos pratiques? Donc, on a fait plusieurs actions, je ne vais pas toutes les détailler, j'aurais pas le temps de le faire maintenant. Mais on a, dans un premier temps, on a trouvé un outil qui avait été fait en Écosse, qui s'appelle le journal de Jenny, qui est vraiment un outil qui a été fait pour parler de la maladie d'Alzheimer avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle et qui donne des conseils très très pratico-pratiques sur comment on accompagne les gens au quotidien.
Donc cet outil-là, grâce à un financement de la Fondation de France, on l'a traduit en français, on l'a expérimenté dans 7 établissements d'hébergement pour les gens en situation de handicap. À la suite de ça, les professionnels de ces établissements, ils avaient envie de continuer à travailler ensemble. Donc on a mis en place un nouveau projet pendant 2 ans. On a eu 3 groupes de travail, un sur la vie sociale, un sur la vie quotidienne, un sur le diagnostic et parcours de santé, professionnels du handicap, différents organismes gestionnaires. On s'est vu régulièrement pendant 3 ans. L'objectif, c'était de partager les expériences, mais aussi d'aller à la découverte des ressources, parce qu'encore une fois, les ressources spécifiques sur la maladie d'Alzheimer, dans le champ scientifique, on ne les connaît pas. Donc on est allé visiter les EPJ Alzheimer, on a rencontré le docteur Dambre, précisément parce qu'on aura parlé du docteur Dambre aujourd'hui. Voilà, on a rencontré plein de gens, on est allé à la découverte des ressources. Pendant cette même période, j'ai eu l'opportunité de faire une nouvelle recherche à l'université avec Vincent Caradec et Aline Chamaillan sur l'accompagnement professionnel et familial des personnes avec trisomie atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer Laurent et Madame Pierron. À la suite, en 2020, on a été contacté par la FIRA, c'est la Fédération internationale de recherche appliquée sur le handicap, et on a collaboré ensemble pour créer un espace multimédia qui s'appelle Handicap et maladie d'Alzheimer. C'est sur Internet. On a élaboré ensemble une petite vidéo en motion design pour expliquer ce qu'est la maladie d'Alzheimer à des personnes qui ont une déficience intellectuelle. On a fait des fiches conseils et puis on a mis toutes les ressources qu'on pouvait trouver sur cet espace-là. À la suite de tout ça, la question c'était comment aller plus loin? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous l'aurez bien compris, une fois qu'on a rencontré Madame Pierron, on ne se contente pas de rendre un rapport et de se dire voilà, moi j'ai fait mon boulot, faites ce que vous voulez de ce rapport. Comment on va plus loin et comment on continue à agir? Donc à partir de là, on a répondu à 2 appels à projets de recherche pour 2 nouvelles actions. Un premier, c'est un financement CNSA dans le cadre des actions innovantes. C'est un travail qui est en cours, c'est un guide pratique, handicap et maladie d'Alzheimer. Donc l'idée, en fait, c'est ce que je disais ce matin, pour accompagner une personne qui a une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer, il faut des connaissances sur le handicap et il faut des connaissances sur la maladie d'Alzheimer. Donc on a 3 groupes de travail sur 3 territoires différents, et des personnes ici également dans la salle qui en font partie. 3 groupes de travail avec des professionnels du champ du handicap, des professionnels d'équipes spécialisées Alzheimer à domicile, et on met en commun les outils, les réflexions pour élaborer une démarche d'accompagnement qui soit adaptée à des personnes qui ont à la fois une déficience intellectuelle et une maladie d'Alzheimer. Donc on produira début juin 2025 un guide pratique qui sera diffusé gratuitement, et on est vraiment sur de l'accompagnement pratico-pratique. Comment on fait pour aider les gens pour leur toilette, à manger, à se repérer dans l'établissement. C'est vraiment, voilà, encore une fois, un outil pragmatique. Et puis l'autre projet, c'est DIMA, c'est une communauté mixte de recherche, donc c'est un financement CNSA. Globalement, une communauté mixte de recherche, l'objectif c'est d'établir des ponts entre chercheurs et parties prenantes. Ça, c'est le texte de l'appel à projet. Donc nous, on a proposé le projet DIMA, déficience intellectuelle et maladie d'Alzheimer. Dans DIMA, on a des chercheurs de disciplines différentes. On a des professionnels du handicap, de la gérontologie, de la santé, de la formation. On a des familles, on a des personnes en situation de handicap, on a des étudiants, on a des personnes aux ressources, bref, on a plein de monde. Et l'idée, c'est que personne ne se mieux que l'autre. On a tous des choses à apporter, et c'est en mettant en commun qu'on va pouvoir construire de la connaissance. Donc, j'ai mis le lien vers notre site internet. On organise des séminaires, on a créé un site internet, on a des groupes de travail thématiques. Donc on organise des séminaires et on a 5 groupes de travail thématiques. Alors, selon les groupes, dans les groupes, il peut y avoir chercheurs, professionnels, personnes en situation de handicap, famille, tout dépend des sujets, de ce que les gens ont envie de faire. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans un groupe de travail d'ailleurs. En tout cas, nos 5 groupes de travail, c'est expérience et besoins des professionnels, expérience et besoins des familles, et Madame Pierron fait partie de ce groupe. Expérience et besoins des personnes en situation de handicap. Un gros travail aussi sur le diagnostic et la sensibilisation des professionnels de santé. Et puis également un groupe, je me tourne vers toi, tu le connais bien, sur les freins à l'accompagnement global. Ça vient de ce qu'on disait ce matin, quoi. Tous les freins, le cloisonnement des dispositifs qui font qu'on n'arrive pas, ou en tout cas que c'est très difficile, de pouvoir accompagner des personnes véritablement dans une logique de parcours de vie, en respectant leurs choix et en partant de ce qu'elles sont et de ce qu'elles ont envie de faire. Mais là-dessus, je pense que
peut-être d'autres professionnels de la table ronde qui vont pouvoir expliciter ça beaucoup mieux. Effectivement, alors, sur le projet d'IMA, un projet qui se construit à partir des expériences observées, c'est très important dans les domaines de recherche-action. Puis un projet qui est plastique aussi, c'est-à-dire qu'il y a cette base-là, et puis cette base, elle évolue en fonction de ce qui ressort du projet. Comme dans d'autres projets de recherche-action, c'est ce qui est vraiment important, donc soit pour la place pour les familles, les professionnels, les personnes accompagnées, il y a des dimensions du projet qui se développent aussi en fonction de ce qui ressort du projet lui-même. C'est pas un projet fixé en amont, et c'est une dynamique qui est riche et qui permet justement d'exploiter au maximum les expériences qu'on a à différents endroits. Et justement, en parlant d'expériences à différents endroits, du côté du Valenciennois, vous avez une certaine expérience aussi sur ce sujet. Et Madame Hainaut, donc, vous êtes venue pouvoir témoigner un petit peu de votre rôle dans l'accompagnement au parcours pour les personnes accompagnées. Mon rôle, notre rôle. Alors en fait, donc je vous disais, je travaille au centre de ressources, qui fait partie d'un service en milieu ouvert de l'API de Valenciennes. Donc c'est un service qui est ouvert depuis l'an 2000. Alors qu'aujourd'hui, j'ai commencé seule sur le service à temps plein. Aujourd'hui, on est à 2,5 ETP. Ça fait quelques années qu'on réclame un infirmier. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'au niveau des accompagnements, comme mes collègues disaient tout à l'heure, les accompagnements médicaux, c'est quand même assez conséquent. On attend toujours qu'il arrive. En fait, on accompagne donc des personnes, c'est l'API de Valenciennes qui a, suite à des commissions, en fait, on a mis en place des commissions. Tous les établissements de l'API se sont réunis en l'an 2000 et on a fait tous le même constat. On avait beaucoup de personnes de plus de 45 ans qui commençaient à présenter des signes de vieillissement. Alors, signes de vieillissement repérés par l'équipe, par l'infirmière de l'ESAT, par l'assistante sociale de l'ESAT, par la famille, par la personne parfois elle-même, qui venait régulièrement voir l'assistante sociale, voir l'infirmière de l'ESAT en disant je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, voilà. Et on s'est dit que tous ces petites plaintes, il fallait quelque part y prêter plus d'attention, parce que c'était peut-être des petits signes d'alarme qui nous disaient attention, là je suis fatiguée, je vieillis, ou alors je suis malade, et on s'est dit il faut qu'on accompagne ces personnes, d'où la création du centre de ressources. Donc en fait, si vous voulez, nous on intervient dans les établissements de la l'API, bien sûr. On a mis en place aussi un travail avec les assistantes sociales des ESAT, où elles repèrent en fait des personnes qui pourraient bénéficier d'un accompagnement du centre de ressources. Nous, ces personnes-là, on les rencontre, donc avec les collègues. On se fait accompagner d'anciens travailleurs d'ESAT, donc des retraités. En fait, on fait un temps d'échange et je veux dire, ces moments-là sont très très riches parce qu'on se rend compte qu'ils ont très peur de la retraite, ils sont pas prêts, on leur en parlait pas vraiment de cette étape, on en parle maintenant, mais à cette époque-là on n'en parlait pas. Et je veux dire, ces échanges, ça leur a permis d'être rassurés et de savoir que même si on arrête de travailler, même si on voit plus ses camarades, s'il y a plus ces petits moments d'échange au moment du café, quand on va chercher son café, tout ce qu'on peut retrouver dans un ESAT, bien sûr il y a le travail, mais il n'y a pas que le travail, ça s'arrête, mais on peut trouver autre chose. Différemment, mais on peut trouver aussi autre chose. On intervient bien sûr au domicile de ces personnes et on les accompagne dans cette étape de la retraite. Alors bien souvent, je vais encore utiliser le mot anticipation, mais on intervient en amont. Je vais vous donner un exemple. On a une personne qui prend sa retraite, on peut être interpellé 2-3 ans avant l'âge de sa retraite. Ce qui nous permet de bien connaître la personne, de connaître ses habitudes de vie, de connaître son histoire de vie, ça c'est quand même quelque chose d'important, et ce qui permet aussi d'éviter cette rupture dans le parcours de vie. Il y a vraiment, on devient vraiment le relais auprès de cette personne,
Et je veux dire, cette étape de vie, quelle que soit la personne, qu'elle ait de la famille, qu'elle n'ait pas de famille, qu'il y ait une mesure de protection, pas de mesure de protection, je veux dire, on est à ses côtés et on l'accompagne dans son parcours de vie. Et je dis aussi que pour les personnes trisomiques qui développent la maladie d'Alzheimer, si on peut être là, et souvent on est là avant, je veux dire, ça permet à cette personne de choisir son lieu de vie. Alors je vais vous parler de Corinne parce que c'est une situation forcément qui me tient à cœur. Donc Corinne, c'est une personne trisomique qui vivait au domicile de sa maman, qui a quitté l'IMPRO à l'âge de 20 ans et qui a disparu des radars de l'APUI. Et un jour, le CCAS de la ville d'Onain nous téléphone et nous dit voilà, il y a une maman qui est en grande difficulté avec sa fille trisomique. Elles sont toutes les deux au domicile. Il y a des gros soucis, des soucis au niveau des papiers, des soucis dans la gestion financière. Madame n'avait pas de mutuelle, Corinne n'avait pas de mutuelle. Donc on nous dit ce serait bien que le centre de ressources accompagne cette personne. Alors il faut savoir que quand on va au domicile, notamment dans ce type de situation, enfin c'est mon ancien directeur qui disait ça, on a une double casquette parce qu'il faut autant s'occuper de la personne en situation de handicap que de la personne âgée. Si vous n'arrivez pas à établir une relation de confiance avec la maman ou le papa, si vous demandent une aide dans un papier qui ne concerne pas forcément leur enfant et que vous leur dites écoutez, moi madame, je suis pas là pour vos papiers, je suis là pour votre enfant, ça ne fonctionnera pas. Donc, je veux dire, ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie, mais si on est bienveillant avec le parent, on va pouvoir avancer avec son enfant. Hein, c'est son enfant, voilà. Même si Corinne avait 42 ans, ça reste son enfant. Je veux dire, on a réglé tous les problèmes administratifs et ensuite, il y avait une fatigue de la part de la maman. Donc, on lui a proposé un accueil de jour en EHPAD au Charmy. Alors, les Charmy, c'est une structure qui a une unité de vie pour personnes en situation de handicap qui existe depuis 2007. Et je veux dire, on a cette chance, c'est qu'ils mettent en place de l'accueil de jour. Donc la maman au début, alors on a d'autres aussi, je veux dire, on a cette chance aussi, on a d'autres PAD, donc il y a la résidence Noël Le Duc à Anon, où ils ont une unité de vie pour personnes en situation de handicap. On a les 80 à Bruy, Saint-Amand, on a la Rhônelle et on a maintenant en fait toutes les EHPAD sur le Saint-Amand se sont réunis, ça s'appelle la Pollinière. Et en fait la PUI a signé des conventions avec ces EHPAD. Donc en fait, on a proposé un accueil de jour à Corinne au Charmy. La maman nous a dit non, les maisons de retraite, on met des couches, elle va mourir, je ne veux pas. Et en fait, j'ai proposé à la maman de venir. Donc elle est venue. Monsieur Psaumer, le directeur de cette époque, on avait travaillé ensemble sur ces visites d'établissement et on s'est dit on ne fait plus de visites d'établissement traditionnelles. Alors, je vais un peu vous raconter les premières visites. Monsieur Psaumer était sur le devant, moi j'étais à côté, la maman elle était derrière, la personne était derrière, on traçait tous les deux, voilà, là c'est les toilettes, là, enfin vous voyez. Et puis quand j'allais dans la voiture avec la maman et la personne, j'ai dit alors qu'est-ce que vous en pensez, ça a été? On n'a rien compris, on n'a rien entendu, vous étiez devant, nous on était derrière, ça ne fonctionnait pas. Donc on s'est dit, on va revoir un peu ces visites. Et en fait, on est venu à des moments, je veux dire, à des moments un petit peu plus récréatifs, donc après la sieste, parce qu'ils ont un rythme beaucoup moins soutenu. Je vais dire, c'est des personnes en fait des résidents qui nous ont fait la visite. En fait, Corinne, elle a reconnu quelqu'un qu'elle avait connu quand elle était à l'IMPRO. Je te connais, toi, on se connaît. Oui, je me souviens. Viens, je vais te montrer ma chambre. Tu vois, j'habite là, on mange bien. Regarde, j'ai pris du poids. Voilà. Et puis en fait, nous, on était un peu en retrait. On assistait à ça. Et on s'est dit, mais c'est super qu'ils font notre job, quoi. Ils font vraiment très très bien.
Autant continuer comme ça. Bon, j'espère qu'on va pas diminuer mon salaire, mais bon, voilà quoi. Et on s'est dit, mais c'est ça en fait le truc, c'est, je veux dire, en fait, il y a toujours, ils connaissent toujours quelqu'un, soit à l'école, soit à l'ESAT, et puis ils se retrouvent et ils se rappellent plein de choses, et puis en fait ils font une visite comme ça. Et puis Corinne, quand elle est sortie, elle a dit moi je veux bien venir. Voilà, la maman a dit si elle a envie d'y aller, on y va. Alors du coup elle a fait une journée en accueil de jour. Faut savoir que c'est pas financé l'accueil de jour, et avec le transport, un accueil de jour aujourd'hui, c'est à peu près une quarantaine d'euros. Donc ça veut dire que Corinne payait sur son AH les 40 euros à la semaine. Je vous laisse faire le calcul, je suis pas du tout une matheuse. Hein, Caroline? Voilà, donc il n'y a pas d'aide pour l'accueil de jour, pour ce type de personnes, il n'y a pas d'aide. Donc je veux dire, si la personne n'a pas d'argent ou n'a pas une petite réserve, la PCH ne prend pas en charge et elle n'a pas le droit à l'APA parce qu'elle est trop jeune. Le diagnostic est tombé, donc la maladie d'Alzheimer a été donc confirmée. Aujourd'hui, Corinne, elle est au Charmy à temps plein. Elle est à l'unité de vie pour personnes en situation de handicap. Elle n'est pas partie à l'étage où il y a des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Elle est bien restée au rez-de-chaussée, où elle avait ses habitudes, où elle avait ses repères, où elle avait ses amis et où elle voulait aller. Et sa maman a rejoint Corinne. Et la maman n'est pas au même étage, bien sûr, mais en fait, je veux dire, elles sont ensemble, elles sont heureuses ensemble, et je veux dire, elles sont là l'une pour l'autre.